bienvenue à vous pour ce nouvel événement du CECI, le Cercle Europe Citoyenneté et Identité, qui est ravi de vous accueillir ce soir pour la poursuite de notre cycle sur la cybersécurité. Donc après la Banque et l'énergie au mois de novembre, la défense européenne au mois de mars, voici le troisième volet qui concerne ce soir donc les réseaux sociaux. Cybersécurité et réseaux sociaux. Ces réseaux qui font partie de notre quotidien, hein, les réseaux sociaux, la navigation sur Internet, c'est une réalité pour nous tous, pour chacun de nous. On a tous, ou presque tous au moins, connu des piratages de comptes, ou eu des frayeurs. Si on n'a pas eu le piratage, peut-être qu'on a eu la frayeur. Tu me spoil complètement, là. Comment ? Tu me spoil. Ah ouais, mais personne ne s'imaginait qu'on allait parler de ça. Rencontrer des situations où, par exemple, un lien apparaît, et puis que ce soit sur le téléphone ou l'ordinateur, on est un petit peu curieux, on est tenté de cliquer, et puis parfois, c'est le début d'une mésaventure. Ça peut être. En fait, ça correspond un peu à l'image d'une circulation en ville, en campagne, enfin en tout cas sur des réseaux, on va dire, routiers. Et là, pour le coup, c'est sur d'autres formes de réseaux, mais il y a aussi bien des règles de circulation qui sont établies dans l'intérêt pour une bonne circulation et pour la sécurité de tout le monde. Donc ces fameuses règles, elles existent. Alors quelles sont-elles ? On entend parler quelquefois de termes. Il y a le RGPD, c'est un sigle dont on entend parler. Ces règles sont-elles suffisantes face aux géants du numérique ? Ça peut nous paraître abstrait, ça peut nous paraître compliqué, on ne sait pas trop quand on nous demande un consentement, quand on veut aller sur telle ou telle page. Quelquefois, force, on refuse, et puis finalement, comme on n'a pas accès à la page, on met oui, on accepte. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Je crois qu'on connaît tous, ça doit sonner, ça doit résonner pour chacun de nous. Donc comment pouvoir nous approprier cet espace qu'on pourrait parfois qualifier peut-être de jungle, pour pouvoir réussir à s'informer sans se faire piéger par la malveillance, la manipulation, la désinformation. En fait, comment pouvoir éviter tous ces écueils ? Parce que les enjeux sont forts face à ces dangers d'exposition à des contenus potentiellement dangereux. On va jusqu'à la cybercriminalité, et de manière plus élargie, au risque de toutes sortes pour les citoyens que nous sommes, mais on voit aussi que les structures, les collectivités, les institutions, voire les États, ne sont pas épargnés. Ils subissent eux aussi des situations d'ingérence, des attaques. On l'a vu par exemple dans le cadre des élections, mais des systèmes comme la Poste ont été aussi piratés il y a encore pas très longtemps, etc. Donc ça pose la question de la souveraineté. Donc face à ces expériences malheureuses, on va dire, comment faire preuve de discernement ? En un mot, quelles bonnes pratiques pouvons-nous adopter ? Cette circulation sur ces réseaux a également des incidences sur la santé mentale, par l'addiction que ça peut engendrer. Donc ce sont des questions très importantes. Donc on voit bien que la prévention et l'éducation ont toute leur place dans ce débat. C'est pour ça que, avant tout, il nous faut connaître et surtout comprendre les mécanismes pour pouvoir mieux agir, naviguer en sécurité, en tout cas circuler en connaissance de cause. Parce que des citoyens impliqués, responsabilisés, sont avant tout des citoyens éclairés. Nous allons essayer de rendre cette navigation, on va dire, contrôlée et peut-être même vertueuse, pourquoi pas. Nous avons donc besoin d'un éclairage. Alors en la matière, maintenant, moi je me tourne vers nos deux invités, que je remercie pour leur présence au nom de toute l'équipe du CECI. J'en profite aussi pour excuser l'absence d'Emmanuel Morucci, le président du CECI, qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas être là ce soir, ainsi que le vice-président, trésorier Philippe Brioual aussi, mais qui sont de tout cœur avec nous et qui ont donc délégué à Anne-Laure et à moi. Nous sommes donc les représentantes du cercle ce soir. Nos deux intervenants. Alors, je vous présente tout d'abord Monsieur Grégory Carrois, qui est spécialiste en cybersécurité au Crédit Mutuel Arkea. Bonjour. Membre de l'Intercert France. Alors, je crois que ça veut dire Computer Emergency Response Team, quelque chose comme ça. Oui, en fait, c'est le titre que j'ai, c'est que je dois répondre aux incidents dans les 10 minutes. D'accord.
Donc, vous imaginez qu'on va avoir des réponses très pragmatiques et très efficaces. Et en fait, on est toute une communauté comme ça de CERT, Crédit Agricole, L'Oréal, la police judiciaire, enfin plein de gens. Être réactif. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Être réactif. Les pompiers. Voilà. C'est ça. Les pompiers du net. Ouais. Très bien. Donc, Grégory intervient sur des questions sensibles, comme en matière de sécurité numérique et d'intelligence artificielle. Ses compétences en gestion de projet et de management d'équipe aussi rendent ses propos particulièrement pertinents et fouillés et documentés, comme ont pu le constater les amis du CECI, puisque Grégory a participé à une première table ronde, celle qui concernait la banque et l'énergie au mois de novembre. Oui, c'était c'était le premier volet de ce cycle. Donc en tout cas, merci Grégory d'être là. Ah bah de rien. Je présente également Benoît Josset. Benoît est conférencier Team Europe Direct, fait partie de la représentation de la Commission européenne à ce titre-là, avec une spécialisation dans la diplomatie académique européenne, en particulier dans les contextes de tensions géopolitiques et de montée des nationalismes. Donc là, on ouvre le débat sur la scène internationale. Chercheur en sciences politiques, puisque Benoît, vous êtes titulaire d'un doctorat, vous êtes engagé également dans les enjeux de cybersécurité et de protection des données. Et à ce titre, vous vous intéressez aux défis posés par le numérique pour les citoyens européens que nous sommes. Je précise également que vous êtes évaluateur du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et également évaluateur pour l'agence Erasmus+, me semble-t-il. Voilà. Après avoir été aussi enseignant aux États-Unis et avoir occupé un poste à l'ambassade de France au Japon. Nous avons donc 2 experts en la matière ce soir, comme vous pouvez le constater. Et je propose de vous donner la parole, peut-être pour commencer en lançant une question. Est-ce que dans la présentation de l'un et de l'autre, est-ce qu'il y a un élément que vous souhaitez mettre en avant par rapport à peut-être vos fonctions dans vos activités professionnelles? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important là, aujourd'hui? Bon alors, en fait, on s'est mal synchronisé pour faire la présentation. Donc, on l'a fait juste avant et on a pris la présentation de Benoît pour se dire que moi, j'interviendrai sur certains sujets. D'accord. Mais il n'y a aucun problème. On est entre nous et je crois que... Et c'est complètement ouvert. Je préfère que ce soit interactif. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Donc, comme ça... Je suis pas prof, moi, j'aime pas de notes. On vous cède les micros. Et puis, je pense que la salle ne va pas hésiter à intervenir s'il y a des questions, des réactions sur vos propos. Parce que si on a du vocabulaire que vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il y a beaucoup de termes, en particulier, il y a du jargon, comme dans toute profession, et puis aussi beaucoup de termes anglophones, me semble-t-il, aussi. Bah, genre RGPD, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah là, je laisse Benoît faire la transition. Si Benoît, tu n'as pas l'écran dans les yeux, c'est pas trop gênant? Non, ça va. Voilà, merci. Donc, ce qu'on a dit, il faut vraiment pas hésiter à prendre la parole. Lever la main, histoire de faire un signe. Et on vous prêtera un micro, je pense que ça sera plus fluide. Que ça soit sur approfondir des sujets qu'on aborde, voilà, parce qu'on a 2 heures quand même, on a du temps. Ou alors pour passer, parce qu'on a des slides qui sont peut-être un petit peu trop génériques et on n'a peut-être pas besoin d'aborder ce soir, donc n'hésitez pas là-dessus. Et s'il y a des questions sur autre chose qu'on ne présente pas, il ne faut pas hésiter. C'est vrai, il y a des points qu'on a décidé de ne pas aborder, parce que... Enfin, moi j'avais une deuxième présentation, elle est peut-être dans ma présentation, pas dans la tienne, donc voilà. Voilà. Faut pas hésiter. Et après, il y a des sujets internationaux que je peux aborder aussi. Donc oui, moi je n'ai pas précisé, donc je suis chercheur et à la base en sciences politiques. Et finalement, avec l'évolution de la politique internationale, je me suis intéressé de plus en plus aux questions d'information, de cybersécurité, de protection des données. Donc je ne suis pas informaticien de base. Donc c'est plus des circonstances qui m'ont poussé à m'intéresser à ça. Et aussi une appétence pour l'Union européenne. Donc la thématique de ce soir est quand même très tournée indirectement sur l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va parler de réglementation européenne, mais finalement ces réglementations européennes, on va finalement les survoler, puisqu'on ne va pas partir dans un texte juridique.
Et finalement, c'est plus l'application courante. Et éventuellement, moi, j'avais mis quelques slides sur des bonnes pratiques. Mais voilà, on n'est pas obligé de les aborder. Donc, la première slide que je voulais mentionner, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et dans son article 8, il y a quelque chose qui mentionne la protection. Ah oui, ça n'a pas tourné. Oui. Voilà, je suis l'écran et quand je change, en général, ça sera peut-être possible. Donc oui, cet article 8, c'est vraiment sur la définition de qu'est-ce qu'une donnée personnelle, et c'est le fondement des RGPD. Donc c'est la réglementation sur la protection des données personnelles. La RGPD, ça a été lancé en 2016 et est finalement appliqué à partir de 2018. Et c'est un règlement de l'Union européenne. Et ce n'est pas une directive. C'est-à-dire que ce règlement, dès qu'il a été entré en vigueur, il est appliqué dans les droits nationaux des 27 États membres. Donc ça, c'est quelque chose qui est transnational, mais surtout qui est supranational. Donc c'est-à-dire que la France a dû respecter la décision du Parlement européen. Donc je ne rentre pas dans la structuration des commissions de l'Union européenne, mais donc voilà, c'est quelque chose qui a été décidé au niveau européen pour le niveau local. Et on peut aborder plus si ça vous intéresse, mais sur la slide d'après, il y a vraiment une définition de qu'est-ce que sont des données à caractère personnel. Donc c'est vraiment tout ce qui permet d'identifier une personne. Ça, c'est aussi ce qui permet d'identifier à titre individuel, mais aussi des fois au niveau d'une entreprise, d'une structure associative, vraiment de définir. Et il peut avoir des critères donc d'identité physique, psychologique, mentale, économique, culturelle ou sociale. Et ça, c'est plutôt important de voir ça en fondement à l'origine. Mais après, il y a une question, ça va être aussi pourquoi se protéger et protéger dans un premier temps physiquement ces données. Donc, et là, on va pouvoir, je pense, interagir et s'entrecouper. Moi, là, par exemple, je parle d'une protection physique, puisque nos données, elles sont certes numériques, mais dans un premier temps, je pense que c'est important de montrer la dimension physique de nos données. Il n'y a pas très longtemps, pour remettre dans un contexte géopolitique, donc c'était en mars dernier, il y a un chercheur français qui est allé aux États-Unis. On lui a refusé l'entrée aux États-Unis parce qu'il avait eu sur les réseaux sociaux des propos diffamatoires envers Donald Trump. Donc ça, c'est la raison première pour laquelle il a été refusé. Quand il a été refusé à l'aéroport, on lui a demandé son ordinateur, on lui a demandé ses identifiants, et c'est des choses que nous sommes obligés de donner quand un service de douane nous demande ces éléments. Donc, dès qu'on sort de l'Union européenne, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il va falloir, si on se déplace, souvent essayer de supprimer des fois des applications où on ne veut pas forcément donner les informations. Ou alors avoir un autre smartphone, un autre PC, ou il y a d'autres solutions qui sont des montages avec des partitions chiffrées qu'on ne voit pas. Enfin, il y a plein de solutions de contournement. C'est ça qui est risible en fait. Oui. Oui, on peut mettre sur le cloud et ne pas mettre les mots de passe sur son ordinateur. Ouais. Mais là, il y a une proposition de loi aussi aux États-Unis. Bon, après, Donald Trump fait beaucoup de propositions, donc c'est aussi sa politique, hein, c'est d'être parfois dans l'outrance et parfois de communiquer très fortement. Donc, il a une proposition, c'est de demander aux gens, pour aller aux États-Unis, comme il y a quelques années, on demandait si on était un terroriste, ou on demandait si on avait une bombe ou on était communiste. La proposition de loi qui est en discussion actuellement, c'est de fournir l'historique des 5 dernières années sur les réseaux sociaux. C'est au niveau aussi vie privée, c'est un petit peu discutable, mais ça peut aussi poser des questions sur l'aspect liberté d'expression. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur un de ces points. Juste un petit complément que je voulais faire, c'est que les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans la vie des Européens. Et on estime que, dans les chiffres, c'est en 2024, on était à plus de 450 millions d'Européens à avoir des réseaux sociaux. Ça fait un peu de monde quand même. Et donc, tous les risques qui sont liés aux réseaux sociaux, cyberattaque, manipulation de l'information, comme tu le dis, ou atteinte à la vie privée, ça va très très vite. Juste petit complément. Pourquoi on a mis des règles?
Tout à fait. Et puis d'ailleurs, dans la salle, est-ce que vous avez déjà été victime d'une cyberattaque? Usurpation de mail, usurpation des réseaux sociaux, de codes, de crédentials, enfin, non? Personne? Si? Avec des gros impacts? Ouais, ça, Mairie Pigassel. Ouais. Donc, voilà. Après, c'est-à-dire que il y a différentes techniques pour arriver à prendre ces informations. Mais souvent, c'est qu'on arrive à cibler la personne parce qu'on sait où elle travaille. Et de là, on va faire un petit mail à Guichard qui va dire, bah, tiens, viens, je clique sur mon lien et tu vas comprendre. Et après, à partir de ces bases de données qu'on va extraire, on va aller très très loin. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont assez dangereux de comment on a protégé et quelles sont les données qu'on a stockées. Et ça rejoint encore le règlement du RGPD. Je pense qu'il y a aussi un lien toujours entre la protection physique des données et la protection numérique. Oui. Je vole ton ordinateur. Est-ce que je peux lire ce qu'il y a dessus? Logiquement, non. Tu as chiffré, tu as une puce, enfin, tu as des choses qui font que si la plupart des gens se disent, moi je l'achète à Leclerc, et en fait, bah, je l'utilise tel quel. On peut faire plein de choses. Si on met pas un mot de passe déjà pour se connecter. Et puis, par 1, 2, 3, 4, 5. On va y classique. Hein. Donc, par exemple, dans des trucs aussi assez pratiques quand on se déplace, c'est la slide suivante, c'est les fils de confidentialité. Donc, un petit truc comme ça qu'on met devant son écran, ce qui fait que les personnes à côté ne vont pas pouvoir le voir. Et c'est super pénible. Hein. Enfin, moi, je suis à côté, je vois rien. Ouais. Dans le train, c'est super. On peut regarder ce qu'on veut. Enfin, faut vraiment être en face. Hein. Et ça coûte rien. Hein. Non, ça coûte pas grand-chose. Je sais pas si je peux vraiment le montrer, mais... Bah, peut-être à la caméra, le faire le avant-après. Donc, là, on voit pas trop. Et si j'arrive à montrer, bah, là, on voit. Donc, c'est un bon moyen de protéger à faible coût. Et ça permet d'avoir une première protection. C'est aussi faisable sur les téléphones portables. Après, c'est vrai que c'est parfois contraignant parce que ça donne une impression de baisse de luminosité. Mais voilà, ça permet, par exemple, de ne pas rendre visibles ces mots de passe quand on les saisit ou choses comme ça. Au niveau protection physique, là, c'est les aéroports. Ouais, c'est les aéroports, c'est dans les gare, restaurations rapides, dans les bus, dans les trains. Dès qu'on charge son téléphone avec une prise USB, par exemple, et ben, finalement, cette prise USB, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la prise. On peut... allez, on va partir sur des postulats qu'on est des personnes très importantes et qu'on a beaucoup d'éléments d'information. On peut être même ciblé, par exemple. On sait qu'on va être dans l'avion, on sait quelle place on va avoir. On peut mettre une puce, éventuellement, dans le siège de recharge. Ça, c'est si on nous cible spécifiquement. Ce qui est très très rare, mais quand on nous cible, on n'a quasiment aucune chance d'être protégé. Mais par contre, dans l'aéroport, c'est plutôt... ils vont à la NAS et ils essaient de toucher le plus de personnes. Ouais, ou faire des hotspots aussi. Enfin, je fais un faux réseau Wi-Fi, on se connecte dessus en disant que c'est l'aéroport, je récupère toutes les données. Alors ça, souvent, c'est lié aussi aux informations qu'on peut diffuser sur les réseaux sociaux. C'est la semaine prochaine, je vais sur Paris et je compte prendre tel vol. Ah bah là, on cible un peu la personne. Voilà. Et donc, avec son téléphone, on peut soit voler des données, c'est-à-dire accéder rapidement, soit on peut aussi installer un logiciel. Donc ça, c'est via ces câbles. Alors, de préférence, utilisez votre propre chargeur quand vous pouvez. C'est une première protection. Ça marche pour les ordinateurs aussi, on peut se faire pirater. Donc, ne pas prendre le chargeur de quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi, par exemple. Dans son téléphone, ça va être très simplement de bloquer le transfert des données, c'est-à-dire qu'on va faire seulement de la charge. C'est des petits trucs importants. Et puis sur la slide d'après, c'est une autre option, c'est aussi un bloqueur de données. C'est un petit composant qu'on rajoute qui va bloquer les données. Ça veut dire que ça va juste charger son appareil, mais ça ne va jamais pouvoir transférer de l'information. Et ça, c'est pareil, pas très très cher. Ça permet de protéger, surtout quand on est dans des environnements qu'on ne maîtrise pas.
sais pas s'il y a d'autres points de protection vraiment. Bah, c'est vrai que j'ai pas mentionné les hotspots, mais Non, bah après, c'est plus ou moins de l'espionnage, en fait. Hein. oui. Mais en fait, Comme télécharger des logiciels où on n'est pas sûr de la source, ce sont des malwares qui potentiellement sont des info-stealers. Je le vois dans le monde bancaire, en fait, comme moi je suis plus dans le monde bancaire. Je suis un peu à l'opposé. Moi je suis plus dans le technique, je suis plus le hacker gentil qui bidouille du code et tout ça. Et en fait, il y a des choses, je le vois tous les jours, des gens ont installé un logiciel, un jeu, ça c'est les classiques. Un super jeu qui vient de sortir, mais j'ai pas été sur Google Play ou sur le store Apple. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va regarder à chaque fois qu'on essaie de se connecter à un site, user mot de passe, il va envoyer ça quelque part, sur Internet, sur un serveur, sur un C2. Et de là, lui, il va récupérer ses identifiants de connexion et il va les revendre. Donc, se protéger comme ça, déjà, en fait, c'est de l'hygiène informatique. C'est soit tu installes des choses que tu connais parfaitement, soit tu les installes pas, mais c'est facile à dire. Donc après, qu'est-ce que tu peux faire en prévention? Là, tu deviens un petit peu parano, c'est-à-dire tu prends des câbles, tu peux plus prendre n'importe quel câble USB, il est piégé. Ah mince, la clé USB que j'ai mis tout à l'heure, elle est piégée. Qu'est-ce que je fais? J'ai eu la remarque là justement quand il m'a prêté sa clé USB, donc lui dire normalement il faut pas le faire. Voilà. Mais elle était piégée. Bon, ça va, mon ordinateur est très bien protégé, mais après on a toujours des protections qui sont valables que dans un temps. Ouais, bien sûr. Donc, ce que je disais, c'est que ça existe sur le HDMI aussi. Hein. Le HDMI, quand on diffuse le portable sur une télé, ça peut envoyer des données aussi. Enfin, il y a plein de petits volets. On est vraiment à la marge entre de l'informatique et de l'électronique. Il y a les deux. Sur une voiture, c'est pareil, on peut piéger. Hein. En fait, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais une voiture, tout est multiplexé. Ça veut dire quoi? C'est que sur un même câble, on a des informations pour tout. Allume tes feux. Quand je freine, allume ça. Mets du chauffage. Tout ça, c'est le même fil. Ça passe, et en fait, il y a une petite en-tête qui dit bah, toi, le message, c'est pour le klaxon. Ah, c'est OK, donc ça veut dire que j'ai accès au démarreur aussi. Bon, bah, je démonte le petit cavan, où est-ce qu'il y a l'ampoule, et puis je peux prendre le fil et puis récupérer les infos. Difficile à protéger, ça. Hein. Si on reste sur les voitures, par exemple, voiture de location, c'est merveilleux. On va se dire, bah, tiens, j'ai mon téléphone, je vais l'intégrer sur la voiture de location, et on va utiliser le Bluetooth, par exemple, ou un câble. Mais là, on va partir sur le Bluetooth. Et le Bluetooth, c'est merveilleux hein, pour beaucoup de choses, mais en général, il vaut mieux l'éteindre. Parce qu'en fait, il y a donc, ce qu'on peut voir sur la partie de droite, droite, c'est qu'il y a un appareil qui va finalement être maître et les autres qui vont plus ou moins l'écouter. Donc, qui vont récupérer l'information et qui vont pouvoir la partager. Donc, une fois qu'on rentre dans le réseau, bah, on peut se balader comme on veut. Donc, c'est-à-dire de récupérer de l'information. Et encore une fois, bah, ça peut récupérer de l'information qui peut être exploitable. Donc, j'ai un petit exemple après qui est un petit scénario. Donc, encore une fois, c'est Alice et Bob. C'est un scénario assez classique en cybersécurité. C'est deux personnes qui veulent se parler. Donc, ça, c'est plutôt facile. On va vouloir échanger des données. Mais le problème, c'est que il y a quelqu'un qui peut se placer entre les deux. Alors, soit il a réussi à récupérer la discussion par différents canaux, soit physique, soit en volant des identifiants, peu importe, il a réussi. Et ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut écouter de manière passive la discussion, c'est-à-dire qu'il va lire les messages, lire les discussions entre les deux interlocuteurs. Ça peut être des données de santé, ça peut être des données bancaires, ça peut être, il peut juste lire, rien faire. Mais après, il peut aussi avoir une autre approche, c'est de falsifier. Donc, s'il falsifie, ça va être de modifier, justement. Il va modifier un email et il va juste dire... il va modifier un contenu, il peut changer des éléments. Et la troisième chose, ça va être l'usurpation d'identité. Donc, si par exemple, on retourne sur la falsification, où il y a un drive qui est partagé, et ben, il va saisir des informations qui sont autres. Et voilà, ça peut avoir un impact, mais il n'aura pas un contact direct. Et l'usurpation, par contre, ça va être... j'ai accès à tous les mails de la personne, j'ai même accès à la boîte mail, je vais écrire depuis la boîte mail. Et là, on va se dire, mais non, c'est safe, c'est sécurisé, mais pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui se revoit de plus en plus avec
Dernièrement, sur l'usurpation d'identité, là, je pense que je peux laisser la main, parce qu'il y aura beaucoup plus d'exemples, peut-être. Il y en a plein d'espèces de fraude au président que tu peux faire, effectivement. Une fois que tu as compromis une boîte mail, tu l'envoies à plein de personnes. Tu dis, bah voilà, est-ce que tu veux bien me contacter? C'est les messages classiques. Ou est-ce que, voilà, j'ai un lien, est-ce que tu veux bien me dépatouiller là-dessus? Alors, c'est le début des compromissions. Mais avec l'IA, maintenant, on a en plus la voix. Ça veut dire que quelqu'un va appeler. Enfin, est-ce que tu veux bien me rappeler à ce numéro? Et c'est la même voix. Ou alors, on peut avoir des vidéos qui ressemblent. Enfin, l'IA, ça va très 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 loin. Et donc, c'est peut-être le sujet que tu vas aborder juste après, mais les fake news ou l'IA qui génère de la fake news, enfin, c'est bluffant. Hein. Nous, on a déjà vu des fraudes côté bancaire au conseiller. Donc, une personne pense que c'est le conseiller qui l'appelle. Le conseiller lui demande son RIB et si elle veut bien modifier quelque chose. Fini, il a gagné. C'était end of game. Là. Parce qu'elle a cru reconnaître la voix de son conseiller et en plus, le numéro de téléphone affiché était bien celui d'une banque. On a tout gagné. Hein. Ça, c'est assez bluffant et malheureux. Et là, par exemple, la captation de vidéo fait qu'une IA va pouvoir étudier nos voix et générer ma voix. Donc, merci. Donc, un petit point que je voulais aussi mentionner, c'était sur la durée de validité d'un mot de passe. Donc, en fait, la durée de validité d'un mot de passe, elle est minime. On va dire. Si vous utilisez le même mot de passe en permanence, on va dire que c'est quasiment instantané, ça va être la partie de gauche. Si votre mot de passe, il a été dans une fuite de données, c'est quasiment instantané aussi. Donc c'est plutôt négatif. Surtout si on met des composants qui sont parlants, qui sont un peu en langue française. C'est la date anniversaire, date de mariage, des noms, prénoms, les enfants, des trucs comme ça, des trucs classiques. Alors que si on a une espèce de charabia qui était générée sur une longueur de clé plus ou moins importante, on le voit. Hein. La durée, elle est exponentielle. Hein. Sur la partie en bas à droite. Donc là, la partie de droite, c'est vraiment en force brute. C'est-à-dire on n'a pas forcément les informations, on n'a pas d'éléments pour trouver des données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de brèche, il n'y a pas eu de hackage, il n'y a pas eu de choses comme ça. Donc si on va vraiment en force brute, c'est-à-dire l'ordinateur qui va calculer jusqu'à ce qu'il trouve, on a les... donc désolé, c'est en anglais. Je me permets, mais ouais. En plus, ce qui est marqué ici, si vous ne savez pas ce que c'est, il a fallu 12 cartes vidéo de jeux de vrais gamers. Hein. C'est un truc, c'est des stations météo, les trucs. Il en a fallu 12 pour arriver à casser ces mots de passe en autant de temps. Pas mal, hein? Donc, si c'est un mot de passe juste en chiffres, c'est vrai que ça peut être long. Donc, il va falloir aller dans les trucs les plus compliqués pour réussir à se protéger. Et voilà. Donc ça, c'était sur la petite partie, on va dire, un peu... Ouais. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? On vous a pas encore noyé? Non, ça va? Ouais. Juste une question là sur les durées. Oui. Comment ils ont pu les craquer si ça a pris autant de temps? C'est une estimation. Ah oui. Et puis, ce qu'ils te disent, en fait, les bonnes précaux, c'est minuscules, majuscules, des lettres, enfin voilà, puis des symboles qui veulent rien dire. Après, il faut s'en rappeler. Ouais. Ou tu as les YubiKey, alors je sais pas si tu en parles. Les Oui. YubiKey, ouais. Et après, on a aussi des gestionnaires de mots de passe qui peuvent aider. Ouais. Mais il y avait une question. Oui, sur les banques, comment on peut s'assurer qu'on ne se fait pas hacker? Si j'ai mon conseiller qui m'appelle, qu'est-ce qui va me mettre la puce à l'oreille que... Le premier truc, c'est qu'il ne va jamais demander des informations sur les comptes, que ce soit de l'IBAN ou des choses comme ça, c'est interdit. S'il pose ce genre de questions, déjà, ça doit mettre la puce à l'oreille. Deuxième chose, c'est d'appeler sur un autre numéro qu'un mail reçu ou qu'un SMS reçu à l'instant. Ça, c'est les arnaques classiques. Je vous envoie un mail. Ah oui, votre conseiller va vous rappeler à tel numéro. On voit le numéro s'afficher. Ah, c'est bon, je viens de recevoir le mail. Voilà, ça, c'est l'arnaque. Donc, reprendre plutôt sur Internet, aller voir le numéro de la caisse dans laquelle on est et appeler la caisse en disant « j'aimerais parler à mon conseiller ». Ça, c'est le plus safe, en fait. Prendre des sources différentes. Sur la question des mots de passe, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça va être des gestionnaires de mots de passe. Donc, c'est une application. Alors, soit, moi j'en ai mentionné deux, Bitwarden ou Login. Alors, Bitwarden, le souci, c'est qu'elle est basée à Santa
Monica, je crois, donc aux États-Unis, ce qui peut poser d'autres questions, même si c'est censé être open source. Et Login, donc qui est une solution européenne. Donc l'avantage des gestionnaires de mots de passe, c'est on met tous ces mots de passe au même endroit, ce qui est dangereux, mais ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul mot de passe à se souvenir, donc un mot de passe qui peut faire vraiment compliqué. Donc ça peut être une phrase d'un poème, si vous voulez. Donc, si ça fait 3 lignes, ça va bloquer beaucoup de gens. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses, ça peut être un moyen, et ces gestionnaires de mots de passe peuvent être aussi en application, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, vous l'avez le même sur votre téléphone, et vous pouvez interconnecter. C'est une possibilité. Après, je ne sais pas si... Moi, j'avais une question, les mots de passe, pour déverrouiller l'ordinateur, quand avec certains vous mettez le doigt ou par la reconnaissance. Est-ce que Ouais. c'est fiable, ça? On peut couper le doigt. Tout ce qui est biométrique, j'éviterai. Après, je pense qu'à notre niveau, on ne va pas forcément nous couper le doigt parce qu'on ne doit pas avoir suffisamment d'éléments intéressants, mais potentiellement, oui. Je pense que Emmanuel Même sans aller là, Macron, tu laisses des empreintes un peu partout. Donc, voilà. Je pense pas alors, il y en a qu'Emmanuel qui sont un peu Macron, plus intelligents, c'est qu'ils vérifient qu'il y ait des battements quand tu mets ton doigt. C'est-à-dire, on met le doigt, mais on vérifie qu'il n'est pas froid, quoi. Et, après, moi, je partais sur une autre direction, c'était sur la souveraineté des données. Donc, parce que là, on a dit que les données, c'est risqué, il faut les protéger. Et je viens de mentionner rapidement en disant qu'il y avait un logiciel de protection de mots de passe qui était basé aux États-Unis. Ben, ça pose une question de souveraineté, donc c'était une petite transition. C'est la souveraineté, ça va être les logiciels qu'on utilise, où ils ont été fabriqués, par qui. Est-ce qu'il y a un intérêt caché? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du logiciel? Est-ce qu'il est libre de droit, pas libre de droit? Est-ce qu'on peut voir son contenu ou pas? Et est-ce qu'il est européen dans notre cas présent, par exemple? Parce que il y a la RGPD, donc la réglementation sur la gestion des données, qui existe. Donc si on veut faire partie du marché européen, ça veut dire qu'on va devoir appliquer ça. Mais par exemple, Google doit appliquer la RGPD quand ils veulent être au sein de l'Union européenne. Ça peut parfois poser des interrogations parce que, alors, on a, non, je crois que c'est dans une slide plus tard, mais je vais le dire maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le Cloud Act aux États-Unis, ce qui fait que les services des États-Unis peuvent demander à Google d'avoir accès aux données s'ils arrivent à le justifier. Mais pourtant... Alors, je me permets juste, c'est que des fois, c'est le Cloud Act ou le Patriot Act. Tu vois ce nom-là aussi qui dit, pour le patriotisme, j'ai le droit d'accéder à tes données. Donc ça supplante la protection des données européennes. Et là, ça peut poser un problème, c'est où sont stockées nos données. Et si on est dans un monde numérique digital, les data centers, les bases de données, les serveurs de données peuvent être au sein de l'Union européenne, mais peuvent être aussi énormément aux États-Unis. Ils en construisent énormément en Californie, je crois. Avec des mini-centrales nucléaires pour les alimenter en plus. Ouais. Amazon en fait énormément aussi dernièrement. La question, c'est qu'ils sont aux États-Unis, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être à 100% sur la protection européenne des données. Et finalement, ils vont partir avec des données qui peuvent être interceptées si elles sont sensibles ou pas. Et ça, c'est vraiment un souci. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce point. Si. Qu'est-ce que vous utilisez comme système d'exploitation, pour savoir? Qui utilise du Windows? Personne? Ouais. Après, souvent, c'est du Linux au mieux, ou voire du Mac. Mais en fait, je suis américain, et je suis Monsieur Trump, et je décide de couper Google. On fait quoi? Tout le monde utilise Google, Gmail, enfin tout ce qu'on veut, le Drive. Je coupe Microsoft parce que finalement, vous m'embêtez les Européens, j'en ai marre de vous. Vous faites quoi? C'est ouvert, hein? Vous faites quoi? On n'a pas de distribution française, en fait, ou européenne. On a des clones qui arrivent, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'on commence à héberger les données en Europe, mais la plupart, tout est aux États-Unis, ou alors dupliqué dans le monde, mais sur du réseau américain. Donc tu fais quoi?
Là, on parle de la donnée, mais ça peut être à beaucoup d'autres niveaux. C'est-à-dire que depuis la Covid, tout le monde s'est mis à utiliser du Zoom, Oui. majoritairement. Quelquefois, on a utilisé Teams. Je ne sais pas si vous avez d'autres logiciels de visioconférence que vous utilisez. Bah, Meet, des fois. Mais Meet, c'est Google. Ouais. Donc voilà. Donc là, on est presque entièrement dépendant des services américains. Ça peut poser plusieurs questions. C'est qu'on est dépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution alternative, ce qui peut poser un problème si jamais ils décident de couper le robinet. Pas le robinet dans le cas présent, mais de couper l'accès aux services. Donc maintenant, c'est pour ça qu'au sein de l'Union européenne, eh ben, on essaie de développer des logiciels de vidéoconférence. En France, ils essaient de mettre en place, le gouvernement, c'est visio.gouv. Alors, c'est pas encore à 100% opérationnel. Quand on veut faire des visios avec beaucoup de gens, ça peut couper ou ça peut saturer un peu la bande passante. Mais il y a des choses qui se mettent en place, et surtout avec le second mandat de Donald Trump. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et j'ai perdu l'autre élément qui n'était pas sur les logiciels de visio. Tu avais sinon oui. Citadel, je ne sais pas si tu connais. Ouais. C'est utilisé par l'armée, ça. Bah non, je ne connais pas celui-là. Citadel. Et Donc l'armée n'utilise pas trop des produits américains. non, bah ça c'est plutôt positif, parce que ça allait sur mon deuxième point sur Zoom, par exemple. Les données, normalement, sur Zoom sont encryptées, mais en fait, quand on est le fabricant du logiciel, le code de chiffrement, finalement, on y a accès. Donc, normalement, on pense qu'on est seulement deux, mais si vraiment l'opérateur, on va dire Zoom, voulait avoir accès aux éléments, ils peuvent accéder à peu près à toutes les discussions. Oui. Donc là, on se dit qu'on est en bonne relation avec les États-Unis, mais si un jour on n'y était pas, ou si on était avec un autre pays, ça peut poser des problèmes au niveau géopolitique. Après, on a des solutions françaises aussi pour les SMS. Alors, c'est Olvid. Je ne sais pas si je connais ça. Olvid, c'est une solution qui permet d'envoyer des SMS de manière chiffrée à quelqu'un. Et c'est français. Après, il y a des logiciels Signal qui sont aussi bien cryptés et qui travaillent aussi sur des... je l'aborderai plus tard, mais sur des chiffrements post-quantiques déjà dès maintenant intégrés. Oui, petite information, vous l'avez peut-être remarqué, mais cette table ronde est très optimiste. Donc là, par exemple, c'est juste un exemple qui date un petit peu, mais et qui n'est pas forcément appliqué en soi en plus. Meta, donc le groupe Facebook, a eu une amende de la part de l'Union européenne de 1,2 milliard d'euros pour justement du transfert de données. C'est-à-dire qu'ils ont transféré des données qui n'étaient pas en adéquation avec justement les protocoles RGPD. Bon, pour l'instant, ils ne les ont pas encore payés, je crois. Mais voilà, ça c'est un petit souci. Et ça va en lien aussi avec le Digital Service Act. Je sais Tout pas à fait. Si tu veux rebondir. C'est la lutte contre les contenus illicites, hein, tout simplement. Mais pour revenir à ce que tu disais, le RGPD, je l'avais noté en plus, c'est que depuis 2018, il a infligé 4 milliards d'euros d'amende. Et donc, 1,2 pour Meta. Donc c'est quand même pas mal, hein, pour transfert illégal des données vers les États-Unis. Il y a la CNIL aussi, je ne sais pas si tu en parles, qui nous protège. Je ne parle pas de la CNIL parce que je me suis centré sur les opérateurs européens, mais la CNIL, c'est le Centre national informatique et liberté. Ça protège les citoyens. Ça ressemble. Oui, qui protège au niveau français. On peut demander, par exemple, on peut faire des demandes à la CNIL pour être supprimé de base de données, et après, ils s'occupent justement de le faire. On peut faire des signalements aussi, justement, pour de l'usurpation de données, où on peut... je pense que ça référence aussi pas mal les bonnes pratiques de cybersécurité, et ça fait aussi des liens avec des plateformes telles Pharos, des choses comme ça. Oui, truc du ministère de l'Intérieur, ouais. Pharos, qui est justement pour des signalements si jamais il y a eu des problèmes en cybersécurité. Et donc le Digital Service Act, c'est depuis 2024 que c'est mis en place. Et ça, c'est un règlement de l'Union européenne aussi, pour limiter justement l'accès
aux données. On l'a plus ou moins mentionné, désolé, la slide est en anglais parce que c'est un site anglophone que j'ai repris, qui s'appelle European Alternative, et je crois que c'est europeanalternative.eu, donc .eu, et c'est un site qui référence les alternatives, donc les autres types de logiciels qu'on peut utiliser qui ne sont pas qui sont européens, tout simplement. Donc si on veut un logiciel de visioconférence, ils vont en proposer plusieurs. Si on veut des applications, je ne sais même plus sur quoi, comme pour ne pas utiliser Google Maps, c'est aussi une possibilité, parce que finalement, l'intérêt de Google, c'est que tout est connecté. Ça peut être très très bien pour certaines choses, mais le problème aussi, c'est que tout est connecté. C'est-à-dire qu'on va accéder à Google, on va savoir à quel endroit on se situe, mais ça va aller sur les réseaux sociaux. Hein. Pareil aussi, c'est que quand on se connecte à Facebook, il y a une adresse IP donc, qui nous localise à un endroit. Les photos, des fois, ont des métadonnées, c'est-à-dire quand on prend une photo avec son téléphone portable, les coordonnées GPS sont intégrées dans la photo, ce qui veut dire qu'on peut savoir aussi à quel endroit on a pris la photo. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut même savoir aussi avec qui on l'a pris. C'est pratique ça pour l'OSINT. On fait beaucoup de recherches comme ça. En fait, la photo a été prise et je dis du mal de quelqu'un. Ouais, mais t'étais où et en fait, avec ce genre de données, on est capable de dire que, et par rapport à la position du soleil et par rapport du décor, on est capable d'être assez précis pour localiser une personne. Ça va loin. Oui. Quand on enlève le service de localisation du téléphone, oui. Est-ce que c'est toujours aisé d'être localisé ou si on est sur Facebook avec son téléphone portable? En fait, ton téléphone borne sur des antennes. D'accord. Et du coup, c'est moins précis tout de même, parce qu'elle peut... Ça s'appelle la triangularisation. Ouais. Mais c'est moins précis. Mais ça va. Le Wi-Fi va... Aucun intérêt d'enlever le service de localisation. En fait, il faut déjà avoir des moyens techniques plus évolués. Tout le monde ne sait pas faire ça. C'est plus la police, il y a une enquête judiciaire, il y a quelque chose qui fait que. Là, c'est beaucoup plus simple si j'ai ta géoloc. J'ai déjà l'info. Là, je vais la passer vite, celle-là. Je pense que c'est pas très très intéressant. Justement, c'est... Après, il y a une façon aussi d'avoir des infos comme ça, c'est sur les connexions Wi-Fi. Si j'arrive à rentrer dans ton téléphone, genre du Pegasus, je commence à avoir des informations de dire, je vais voir dans tes logs, par quel réseau Wi-Fi tu es passé. Tu vois, ça fait des petits cailloux. C'est notre façon de faire. En bonne pratique aussi, c'est de temps en temps, dans son téléphone, dans son ordinateur, c'est de virer les réseaux Wi-Fi qu'on a fini d'utiliser et pareil, les connexions Bluetooth qu'on n'utilise plus. C'est toujours mieux d'en avoir moins. Et puis éviter tous les réseaux publics. C'est des gruyères, les trucs, c'est pas protégé. Il y a beaucoup de personnes malveillantes qui peuvent les utiliser justement parce qu'ils sont pas protégés. Et toi, tu t'es connecté dessus. T'es un peu une cible. J'avais notion qu'on n'utilisait jamais le réseau Wi-Fi public, mais du coup, si on n'utilise que celui de sa maison... Non, pas ceux de sa maison, mais ceux que tu connais. Non, ça dépend comment tu l'as protégé. Tu vois, normalement, si tu as Après, tu peux aller un peu plus loin, c'est créer un réseau Wi-Fi pour toi, où tu vois pas le SID, c'est-à-dire tu vois pas le nom, tu vois rien, et tu en crées pour tes visiteurs. C'est déjà une meilleure pratique. Mais souvent, tu crées ça, justement, c'est pour que les visiteurs ne se posent pas de questions. C'est ma maison, tu te connectes dessus, voilà, tu as ton téléphone. Mais pour toi, pour vraiment cloisonner le truc, tu ne l'affiches pas. Une question. C'est juste sur le slide que vous avez sauté, c'est par rapport au transfert indirect, dans le sens que ce soit une société française ou européenne ou pas, mais qui va traiter des données dans des centres qui sont pas en France. Par exemple, les données, tout ce qui est chat avec les A. Aujourd'hui, j'imagine qu'il manque des serveurs sur place. Est-ce que vous pouvez reformuler la question qu'on ne peut pas entendre parce qu'il n'y a pas de micro? Je vais essayer. Donc, c'était une question justement sur cette slide où justement c'est les conditions dans lesquelles on peut avoir des transferts des données malgré les RGPD. Et c'est vrai que
c'est souvent sur des points de vue, on va dire, techniques, où on n'a pas forcément soit le matériel, soit les compétences, et on va sous-traiter. Mais c'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué, mais il faut vraiment, normalement, étayer. Et tout ce qui va avec la souveraineté européenne et française, ce qui est vraiment un terme à la mode, hein. Si vous allez au ministère de l'économie, la souveraineté numérique, c'est quelque chose d'important. Et si vous allez à l'Union européenne avec Sébastien Séjourné aussi, ça va être justement la souveraineté. Donc ils veulent essayer de bloquer tout ce qui va être transfert des données pour ne plus être dépendant. Et là, on va aller sur la slide suivante après, mais on est dans un monde qui est très polarisé et qui malheureusement évolue de manière, encore une fois, un peu inquiétante pour certains points. Donc cette slide, c'est vraiment ce qui malheureusement existe et qui va continuer d'exister, puisque on a aussi des partenaires qui ne sont pas au sein de l'Union européenne, avec qui on a de bonnes relations, mais on peut toujours se poser des questions avec voilà, la souveraineté, tout ce qui est d'intérêt national et d'intérêt européen. Et là, ce que je voulais mentionner, c'est une petite incartade pour nous faire plaisir en nous disant que le monde est joyeux et positif. C'est une petite ouverture sur l'ordinateur quantique. Donc, ce qui n'était pas du tout dans le sujet du déroulé de ce soir, mais c'est un thème que j'affectionne un petit peu, et qui est aussi un symbole des problèmes de souveraineté. Donc, en 2026, on estime à peu près à 65 milliards les investissements au niveau mondial sur l'ordinateur quantique. Il y a, dans ce montant-là, il y a à peu près 17 milliards qui sont pour le gouvernement chinois. Donc, on va dire à peu près un tiers. Les États-Unis, depuis le second mandat de Trump, ils sont passés de 6 à 9 milliards. Donc, il y a une forte incitation pour justement essayer d'avoir un ordinateur quantique. Rassurez-vous, là, c'est là après, j'essaie d'expliquer rapidement ce qu'est un ordinateur quantique. Et l'Union européenne, c'est à peu près 7 milliards. La France, c'est un peu plus de 2 milliards, et il y a un plan quantique, par exemple, avec dans le cadre des programmes de France Innovation d'Avenir, le PIA, le plan d'innovation d'avenir, c'est à peu près 1 milliard d'euros pour des startups à hauteur de 500 millions d'euros et 500 millions pour la recherche publique. Et donc c'est un enjeu très très fort qui est aussi au niveau européen et qui est un enjeu de souveraineté. C'est-à-dire que si on va sur la slide d'après, c'est un peu compliqué, mais je vais lire ma note parce que je ne suis pas un expert dessus. Donc l'ordinateur, le paysage actuel, on le comprend un petit peu. Et alors, un ordinateur classique, on va le comparer avec une bibliothèque un peu de manière traditionnelle. Donc, un ordinateur classique, c'est vous pouvez lire un livre à la fois, donc 0, 1. Voilà. C'est assez simple. On peut analyser un grand ensemble de données. On peut analyser nos données personnelles, on peut écrire. Mais par contre, on doit lire un livre après l'autre. C'est lent, c'est fiable, mais c'est ce qu'on fait actuellement. Donc ça, c'est plutôt bien. L'ordinateur quantique, lui, restant sur la bibliothèque comme aujourd'hui, c'est un peu plus magique, on va dire, d'une certaine manière. C'est qu'il va lire tous les livres en même temps. Ils vont pouvoir se superposer, donc 2 livres en même temps, où ils vont pouvoir lire les... Donc, conclusion, il va lire beaucoup plus vite et de manière instantanée. On a la théorie, on sait que l'ordinateur quantique va exister. Le seul truc, c'est que techniquement, on n'y arrive pas encore. Il peut, de manière longue, parce que pour l'instant, il tient, je crois, 8 secondes, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais on sait que ça va arriver. Ça peut arriver dans 2 ans, ça peut arriver dans 50 ans, mais on sait que ça va arriver. Et si, dans cet ordinateur quantique, on lui met toutes les données qui sont sur le dark web, tous les mots de passe qui existent depuis l'histoire de tous les leaks, il va avoir une base de données très très conséquente. Il va pouvoir, après, en force brute, pouvoir casser à peu près tout. Et ça, c'est un petit peu compliqué, même les données de manière cryptée. Crypto-monnaie. Voilà. Clairement. Hein. Donc, ça, c'est assez inquiétant.
à l'ordinateur quantique. Donc il y a ce qu'on appelle maintenant de la cryptographie post-quantique. Donc on a des chercheurs qui cherchent déjà des systèmes pour se protéger de quelque chose qui n'existe pas encore. Donc quand on voyait les mots de passe tout à l'heure, il y a des personnes, des scientifiques majoritairement, mais pas que des scientifiques, qui font justement des schémas de signature pour essayer de protéger plus longtemps. Donc pour quelque chose en force brute, on va dire. Donc encore une fois, on va aller sur des mots de passe de plus en plus compliqués pour essayer de résister. Ça, c'est plutôt un peu embêtant. Ça vous parle la notion de force brute ou pas? En fait, on balance un dico de mot de passe à fond. Et jusqu'à temps qu'il y en ait un qui marche. C'est ça. Quand il y avait le slide précédemment avec les mots de passe, la partie de gauche, c'était si on a des éléments via des fuites d'informations. Et là, c'était très rapide. Et la partie de droite, c'était en force brute, c'est-à-dire en essayant. Donc là, il y a une question un peu compliquée. Et après, moi, je fais juste une très très légère ouverture sur l'IA, mais vraiment rapide. Je te laisserai rebondir un peu plus éventuellement. L'IA, ça peut être très très bien. Mais là, par exemple, l'année dernière, il y avait le sommet sur l'IA qui était à Paris. Donc là, c'est Jill Evans qui travaille avec Donald Trump aux États-Unis, qui a dit lors de ce sommet que l'Union européenne devait arrêter de mettre en place des réglementations pour protéger, pour mettre des garde-fous au niveau éthique. Donc ça peut marcher sur le quantique aussi, d'une certaine manière, avec les finalités du quantique. Mais là, sur l'IA, ça va être ne pas se dire... alors, au niveau des considérations éthiques, désolé, j'ai un petit trou, mais les usages et les finalités, sur quel type de données l'intelligence artificielle peut travailler. Et sur quel modèle elle a appris. Ouais. En fait, c'est ça l'IA. Tout le monde voit l'IA comme un truc miraculeux. Mais qu'est-ce que c'est en fait l'IA? C'est une grosse éponge qui a appris sur quelque chose. Et ce quelque chose, elle a fait un arbre de décision qui dit, c'est la probabilité. Hein. Dans 90% des cas, ma réponse était correcte. Mais ma réponse était correcte par rapport à la personne qui veut l'entendre. Je prends un cas extrême, je suis pro-russe. Je fais apprendre que des trucs pro-russes. Est-ce que la guerre Ukraine-Russie, c'est bien? Bah oui, c'est super, c'est fantastique. Réponse de l'IA. Alors que non. Il faut être beaucoup plus méfiant vis-à-vis de l'IA dans ce contexte-là et se dire que quand j'utilise par exemple un moteur de recherche qui me donne plusieurs solutions possibles, je vais voir ces différentes solutions et je me fais mon opinion. Je suis intelligent, je vérifie plusieurs sources. Je ne prends pas un seul résultat. C'est 4 x 2 égale 8, bah ouais, ça c'est bon. 4 x 2 égale 16, mais si, j'ai appris ça. Bah non. Donc les dangers de l'IA sont là. Après, l'IA peut être utilisée de bonne façon, c'est-à-dire qu'on l'a appris avec des choses bonnes, saines, éthiques. Et tu dis est-ce que tu peux vérifier ce qui a été posté sur les réseaux sociaux? Est-ce que cette personne ne raconte pas des choses méchantes finalement et qu'il faut la bannir? Voilà, ça c'est une utilisation d'IA qui est intelligente. Après, voir comment elle a été créée. Et oui, et savoir si on a donné notre consentement pour qu'elle s'entraîne sur nous ou sur nos données. Et ça, c'est aussi un des problèmes sur lequel l'Union européenne justement pose des garde-fous, c'est l'utilisation des données à caractère personnel pour l'entraînement de l'IA. Et c'est quelque chose qui embête les États-Unis parce que, particulièrement l'année dernière, parce qu'il y avait une autre personnalité, et là, j'ai pas de slide dessus, mais il y avait une autre personnalité au gouvernement des États-Unis qui était majeure en 2025, qui est Elon Musk, qui a une politique, lui, qui est encore... Alors, Donald Trump est républicain, on peut résumer comme ça, mais Elon Musk, lui, est libertarien, c'est-à-dire que les lois, c'est une perte de temps, donc il faut vraiment enlever tout et vraiment se concentrer. Et depuis qu'il a racheté Twitter, c'est aussi au niveau gestion des données très compliqué, et ça peut nous ramener un peu sur notre sujet des réseaux sociaux, donc avec autant Twitter, donc maintenant X, mais aussi l'intelligence développée par Elon Musk, qui est Grok, et qui pose beaucoup de questions. Donc, par exemple, si on parle de retouche de photos,
on va sur les alternatives, par exemple européennes, ou même sur ChatGPT, qui respectent pour certains aspects les règlements européens. Mais si on va sur Mistral, Claude, voilà, les alternatives françaises européennes, on ne va pas pouvoir demander à faire un montage avec les têtes de personnes, où on ne va pas pouvoir normalement les mettre dans des positions dévalorisantes. L'IA de Elon Musk permet de faire tout ce qu'on veut. On peut mettre la personne qu'on veut dans la situation qu'on veut. C'est pour ça, moi j'avais dit que la propagation des fake news et deepfakes via l'IA va être super facile avec la manipulation de l'opinion publique. Ouais. On l'a vu, on a vu Trump il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, il était déguisé en... il est déguisé en beaucoup de choses, mais en Jésus dernièrement. C'était ça. Il guérissait les personnes. Oui, il était et ça, avec de l'IA, c'est très facile. En fait, on écrit ce qu'on veut. Représente-moi en Jésus, il va te faire quelque chose. Soigner le patient. Tout comme Jésus. Voilà. Non, oui, ça c'était sa rhétorique après, mais il a fait des choses. Il y a sur Truth Social, mais sur X, il y a vraiment Trump. Il se lâche énormément et il fait des caricatures. Mais après, si c'est pas lui, des fois il like, il partage. Donc ça donne une visibilité aussi à la chose. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout que c'est diffusé sur les réseaux sociaux, donc ça va très très vite. Il y a un effet domino qui se fait. Je peux rappeler, pour la France, il n'y a pas très longtemps, j'en parlais, c'est les puces de lit. C'était des trucs qui étaient faits par les Russes pour nous embêter, en fait. Et puis voilà, il y avait des puces de lit à Paris, donc n'allez plus dans les hôtels avant les JO. Voilà. Et c'était sur les réseaux sociaux, et puis après, ça allait dans la presse. C'est forcément relayé, puis on relie on vérifie les sources. Donc, le seul problème, et on en reparle dans pas longtemps, mais c'est quelque chose. Faire une fake news, une fausse information, ça prend 10 minutes. Et avec une IA, ça peut peut-être prendre 5 minutes. Le travail d'un journaliste ou d'un chercheur d'investigation pour débunker, c'est-à-dire dire que c'est vraiment une information fausse, ça peut prendre jusqu'à des fois 2 jours. Donc, quand quelqu'un, je reste sur Donald Trump, mais d'autres personnes mettent 100 fausses informations dans la journée, finalement, on est enseveli par ça et on n'arrive pas à tout débunker. Et quand on ne peut pas tout débunker, il y en a forcément qui passent et qui sont relayés, qui sont relayés avec une légère modification. Et le mal est fait, de toute façon, avant de revenir sur la situation initiale, c'est trop tard. Enfin, dans la tête des gens, c'est ça. Oui. Il y a toujours de l'impunité sur ces... On n'est jamais puni, en fait. On a l'impression que si on le fait dans la vraie vie, il y a des répercussions judiciaires. Et on a l'impression que sur Internet, même au niveau... Alors, il y a des punitions, évidemment. Oui. On est déjà en train de travailler sur l'ordinateur quantique, la façon de le contrer. Pourquoi on ne travaille pas dès aujourd'hui sur la façon de contrer les... On a l'impression que c'est un peu... c'est à nous de faire attention et qu'on est très peu protégé face à ça sur le plan judiciaire. Ouais. Alors, c'est pas faux. Un des soucis, je réponds juste, mais je pense que ça va en lien. Les réseaux sociaux, en fait, ils sont tous nord-américains, ceux qu'on utilise. Donc il y a aussi une liberté d'expression qui est vraiment dans des amendements des États-Unis et qui est vraiment attendue. Et depuis le mandat de Trump, justement, Facebook, le groupe Meta, a vraiment aussi fait un gros travail de licenciement de tout ce qui était modérateur. Donc on ne peut plus vraiment reporter, c'est-à-dire faire des signalements, parce que c'est les signalements en interne de la structure, et ils n'ont plus les ressources humaines pour le faire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de contenu problématique à circuler. Et je ne parle même pas de X Twitter, parce que là, il n'y a quasiment plus aucune modération. Et ce qui a posé un problème, c'est que ça a fait aussi un système de vase communicant. Les gens qui étaient justement essayés de lutter d'une certaine manière contre toutes ces désinformations ou contre ce climat, finalement, ont quitté la plateforme. Donc maintenant, certaines plateformes, c'est de l'entre-soi. Sachant qu'en plus, on va rajouter un autre point, c'est que les algorithmes des plateformes de réseaux sociaux favorisent l'entre-soi. Donc ça va faire vraiment un système de vase communicant, et les gens qui ont des propos vont se retrouver avec les gens qui ont le même type de propos, et ça va être proposé, et ça va accentuer, parce que
ça fait boule de neige. C'est comme le logiciel de musique, quand il y a quelqu'un qui vient mixer, qui met un certain morceau de rock, il va pas mettre du rap après, parce que le logiciel lui a dit mets-toi sur tel. Non, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que on peut utiliser plusieurs morceaux, et puis en fait, c'est un regroupement de personnes qui pensent la même chose, donc c'est très dangereux. Et pour la diffamation, par exemple, il va falloir partir sur le droit français ou sur le droit du pays en question. Et si la plateforme de réseau social n'a pas un compte certifié d'une personne, si c'est X2392, finalement, qui est cette personne et contre qui on porte plainte? Et voilà. Donc il y a des problèmes d'identité numérique. C'est quelque chose qui est mis en place ou en réflexion en France sur de l'identité numérique pour, par exemple, limiter les réseaux sociaux à, je crois que c'est 13 ans. Donc voilà, c'est compliqué parce qu'on a une logique de libéralisme et de liberté d'expression ultime et finalement on n'a pas d'alternative européenne ou un peu plus éthique. Et après, le problème, c'est que si on a quelque chose de trop éthique, est-ce que ça va être attractif? Est-ce que les gens vont faire la démarche de quitter Facebook pour aller ailleurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Pardon. Moi, je voulais revenir un petit peu avant. Vous nous parlez de l'ordinateur quantique, mais à ma connaissance, il s'agit de prototypes. Il y a peut-être beaucoup d'espoir, mais l'histoire est peuplée de prototypes et d'espoirs qui se sont révélés infaisables dans la réalité. Le tokamak, on en parle depuis les années 50, on ne produit toujours pas d'énergie avec. Et à ma connaissance, l'ordinateur quantique est limité, je crois, à 128 qubits actuellement. Il y a des problèmes de cohérence ou de décohérence après, d'intrication, de traitement des données. Il y a peut-être beaucoup d'espoir, mais ce ne sont que des prototypes et des espoirs pour le moment. La réalité de l'ordinateur quantique n'est absolument pas démontrée à ma connaissance. De l'ordinateur quantique qui reste sur une durée... oui, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a la théorie, on sait que ça... Sur la théorie, normalement, c'est censé fonctionner. On a une quinzaine, je n'ai pas le chiffre exact, de méthodes différentes pour essayer de le développer, avec des climats froids. Je ne suis pas du tout un expert de l'ordinateur quantique, mais je pourrais vous montrer des éléments après. Mais il y a beaucoup de possibilités. Et après, c'est juste la question, c'est quand. Et juste en 2026, c'est 65 milliards dans une période de crise économique. Je trouve qu'il y a un investissement aussi très majeur des États dans cette direction. Donc, sans être spécialiste de la question, je pense qu'il doit y avoir vraiment une possibilité que ça arrive. Mais après, il y a aussi, on va dire, entre guillemets, une course à l'armement, pour faire un parallèle. C'est qu'on ne peut pas se permettre d'être les seuls à ne pas chercher, parce que si jamais ça marche, et en fait, on va se retrouver un peu le bec dans l'eau et dans une situation qui va être très compliqué parce que on sera probablement pas en mesure de se protéger contre les autres qui l'ont. Et il n'y a pas de règlement pour la non-prolifération de l'ordinateur quantique encore. Donc on se retrouve dans un schéma où on est obligé de chercher sur ça, même si techniquement on ne sait pas quand il va fonctionner, s'il fonctionne. L'Agence nationale de la cybersécurité a annoncé aux assises de la cyber en octobre dernier que tout logiciel cyber non résilient quantique en 2027 ne passerait pas la barre de la validation. Ouais. Oui, l'ANSSI travaille là-dessus. Le NIST, qui est l'Agence nationale américaine de standardisation des technologies, d'ailleurs, on fonctionne sur le modèle américain. C'est eux qui définissent les standards. Donc ça, c'est aussi un problème au sein de l'Union européenne, c'est qu'on n'a pas de politique, de normes au niveau de la cybersécurité. Mais oui, voilà, il y a vraiment une réflexion dès maintenant d'avoir de la cryptographie, ce que je me disais avant, post-quantique, donc de préparer l'hypothèse de l'ordinateur quantique. Et on est avec beaucoup de schémas de chiffrement qui sont en train d'être développés. Mais sur la partie technique, je ne vais pas trop m'engager. Là, je reparlais un petit peu plus des réseaux sociaux pour remettre un peu la thématique. Donc, en mettant par exemple l'exemple du site Cambridge Analytica qui avait fait fuiter à peu près 87 millions de
données d'utilisateurs Facebook. Donc ça va influencer, par exemple, pour des élections. Parce que sur Facebook, eh ben, on va savoir avec qui on parle. Ça peut aussi donner des indications sur nos préférences électorales. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir les données, parce que ça nous permet après, par exemple, de cibler des communications sur les personnes, quand on sait qu'elles sont plus ou moins réceptives sur un problème, un projet. Et donc ça peut toujours être un peu gênant. Et les réseaux sociaux, donc ce qu'on a redit plus avant, mais un peu avant, mais ça va être la fuite des données. Donc on sait ce que vous faites, ce que vous aimez, vous le partagez. En plus, c'est hors de l'Union européenne, donc c'est un peu open bar d'une certaine manière, sachant que si votre mot de passe il est ouvert, il est trouvé, finalement on a aussi accès à tous vos contacts et on peut usurper votre identité pour après avoir encore plus de données. Mais ça permet aussi, donc ce qu'on disait aussi précédemment, c'est d'utiliser les fake news, les deepfakes, sur un public qui n'est pas forcément très sensibilisé à l'esprit critique, à la réflexion sur justement est-ce que l'information est vérifiée et est sourcée. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait au sein de la France et de l'Union européenne, c'est qu'on n'a pas eu cette formation à l'esprit critique aussi marquée, et on avait une confiance peut-être un peu trop marquée sur le travail de journalisme ou d'universitaire. Et finalement, maintenant, tout le monde est en position de pouvoir dire tout ce qu'il souhaite à un public très large. Donc, ça peut poser des questions aussi sur justement l'esprit critique et qu'est-ce qu'on peut dire ou pas. Paradoxalement, tous ces réseaux sociaux sont gratuits. Pourquoi faire confiance à quelque chose où on ne paye pas, où la liberté de s'inscrire est totale, sans contrôle? Qu'est-ce qu'on attend de ces réseaux sociaux? En fait, c'est du faux gratuit. C'est le temps qu'on passe. Non, mais justement, c'est pas une question de jeu. La gratuité fait que, quelque part, comme disait mon grand-père, je ne paye pas, je ne vais pas attendre grand-chose du retour. Oui. Donc c'est ça, c'est le temps qu'on passe qui va faire que, en fonction de ce qu'on répond, on le voit. C'est sur les sites où vous avez été, des fois, vous avez des petites pubs qui apparaissent. Non, mais c'est pas le modèle économique que je cherche dans la question. Pourquoi il n'y a pas de contrôle, en fait? Je m'inscris à quelque chose de gratuit. Donc forcément, je m'attends forcément à avoir quelque part que de dalle. Je vais pas avoir des... Mon grand-père disait, si j'achète un truc qui est pas cher, j'aurai pas forcément de la bonne qualité. Là, en plus, on nous propose des choses gratuites et on s'étonne après qu'il y a des fake news, Comment on les contrôle? Comment on fait en sorte de contrôler tout ça? Alors qu'on va naturellement sur des choses gratuites. Donc on s'attend à avoir de la qualité, des choses, que nos données ne soient pas envoyées à droite, à gauche parce qu'ils ont un modèle économique, ils ont besoin il y a ce comportement qu'on a par rapport à ces objets, qui est paradoxal. Est-ce que des ados, où je dis tu peux aller sur Facebook ou sur un truc où tu dois payer tous les mois, iraient? Non, j'ai des copains qui n'ont pas. Il y a l'effet de mode aussi. Malheureusement, qui les envoient. C'est comme, est-ce qu'un Linux où c'est gratuit est moins bien qu'un Windows où je paye? Je crois pas. Parce que, voilà, c'est open source, on peut consulter. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas consulter ce qui est fait. Mais je rejoins, il manque de contrôle complet. Et dès qu'on veut mettre des contrôles de type européen, qui sont plus stricts que les Américains, des bâtons dans les roues. Donc il faut qu'on trouve des alternatives, il faut qu'on propose des solutions alternatives et que les jeunes soient embarqués là-dedans. Oui, c'est sûr. Ouais, l'attractivité. C'est deux fois non? Non. Bon, c'est sur celle-là. Donc au sein de l'Union européenne, il y a une réflexion actuellement aussi, par exemple, sur le bouclier européen. Donc c'est pour lutter contre la désinformation. Donc c'est une réflexion parce que il y a de plus en plus de fake news qui sont relayées sur les réseaux sociaux, par exemple, des deepfakes. Donc deepfake, ça va dire une impersonnification, donc lors de vidéos, lors de photos, où on va, voilà, ou même avec la voix désormais.
Oui. On peut avoir une vidéo avec la voix où on est quelqu'un d'autre, où on se met à la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un peu problématique, encore une fois, et surtout quand il y a des questions d'ingérence. Ça, c'est quelque chose qui s'est remarqué dernièrement. Donc, par exemple, sur les élections en Moldavie, il y a eu une ingérence russe très marquée. Sur les élections en Roumanie, sur les élections en Bulgarie aussi. Ça, c'était vraiment très marqué. Sur les élections en Hongrie, c'était, on va dire, plus traditionnel d'une certaine manière, parce que il y a eu des déplacements américains, il y a eu des positions vraiment très marquées. Mais par contre, l'enjeu de désinformation, ça va être sur la guerre suite à l'invasion russe en Ukraine, où il y a eu énormément aussi de choses communiquées, et même des fois, c'est une des slides plus tard où il y a juste une image qui peut être intéressante, une des dernières slides, qui est justement, c'est vraiment de la désinformation. Donc c'est de la presse locale. Il y a une version qui est la version qui a été publiée, et il y a une version qu'on a retrouvée sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse juste regarder, mais ça, c'est en ça que le bouclier pour la démocratie est normalement censé pouvoir aider. C'est pour essayer de lutter un peu contre la désinformation, parce qu'il y a des enjeux qui sont politiques, géopolitiques, d'argent. Donc il y en a un qui est le vrai titre, où c'est l'Ukraine respire, l'Europe se ressaisit suite à un lancement de bouclier de sanctions. Et l'autre, c'est Zelensky continue de nier l'échec de l'offensive à Kursk. Donc, qui prend une position beaucoup plus pro-russe et qui le combat. Mais après, la désinformation, on peut aller voir juste la slide d'après, ça peut être aussi au niveau des retouches d'images. Donc ça, c'était aux élections européennes, donc il y a 2 ans. C'était assez intéressant, je trouve. C'est la même personne. Voilà. Il y a juste un tract qui date de l'année d'avant. C'est aussi de la désinformation. Et c'est assez flagrant, je trouve. C'est une donnée publique. Donc, je n'ai rien contre elle personnellement, je ne la connais pas. Mais voilà, c'est de la désinformation. Je ne sais pas s'il y a des points que tu veux aborder sur sur ça. En fait, c'est le danger des réseaux sociaux, c'est que c'est vraiment comme une traînée de poudre. Donc, en fait, c'est propagé. Si quelqu'un a plein de likers, met un pouce, eh ben c'est diffusé. Ouais, je ne sais pas si tu veux parler de quelque chose ici. Bon, on a déjà évoqué pas mal. La protection, règlement, transparence. Bon, est-ce que vous avez déjà des questions? Parce que... Quel comportement on peut vous conseiller? Parce que c'est assez anxiogène quand même, tout ce qu'on entend. Oui. C'est normal. Mais c'est bien qu'on soit informé, mais en même temps, les réseaux sociaux existent, les navigations sur Internet, on ne peut pas faire vraiment machine arrière. Ah, pas du tout. Donc comment s'approprier ça? Bien sûr, il y a des conseils qui sont donnés, mais il y a toute une éducation aussi à avoir. J'imagine que ça va prendre du temps. C'est dans plusieurs strates de la société qu'il s'agit. En fait, c'est ça, il faudrait commencer très tôt et avoir un sens critique et l'affûter, ce sens critique. Ouais. Enfin, complètement. Là, c'était pour rebondir un petit peu, c'est que j'avais une question à la fin qui était à vous poser. Seriez-vous prêt à quitter les grands réseaux sociaux actuels pour utiliser une plateforme européenne? Laquelle? Peu importe, si on a une, est-ce que vous l'utiliserez? La question, elle n'est pas forcément là. Quels sont les cercles aujourd'hui qui travaillent sur notre sécurité citoyenne? Comment on fait en sorte que sur un réseau social ou une plateforme européenne, comme vous les annoncez, ouais, que je sois la personne qui s'inscrit, que je ne suis pas un robot? Comment vous faites en sorte que, quelle que soit effectivement la plateforme sur laquelle je vais travailler, que ce soit étrangère, européenne, israélienne,
n'importe quel logiciel que je vais utiliser, qui me prouve que je suis bien moi? Qui vous prouve que mon compte, mon identifiant, mon login ou la personne qui interagit pour vous vendre un matériel X ou Y et pas un robot, et bien une bonne personne au bon endroit? Ça va devenir compliqué. Hein. Ouais, mais complètement. Travaille là-dessus aujourd'hui. Parce que tant qu'on n'aura pas ça, vous pouvez dire je vais stocker mes données sur un cloud européen, sur un cloud américain, sur n'importe quoi, on s'en sortira pas. Non, puis même en rajoutant une notification forte, on va pas répondre au problème non plus. Il n'y a pas de solution miracle en fait. Est-ce qu'il y a des cercles au niveau de l'Europe qui travaillent sur ces problématiques-là? Moi, à ma connaissance, c'est que la réglementation qui se met en place. C'est pas suffisant, hein. Mais au moins on a un cadre qui commence à se construire et au niveau Europe, pas France, pas voilà. Maintenant, pour que tout fonctionne bien, bah, j'ai pas de date. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Hein. Je sais pas si tu as plus d'éléments, mais... Ouais, non, je suis d'accord, hein, c'est compliqué. Les algorithmes vont plus vite, finalement, que la réglementation. Un exemple qui est assez intéressant aussi, c'est lors de la première élection Trump-Clinton. Donc, on allait, par exemple, sur YouTube pour regarder des vidéos de Clinton. Et ben, les suggestions, après avoir regardé une vidéo, c'était des vidéos de Donald Trump. Donc on essaie d'orienter la personne. Ben, finalement, on se retrouve avec tout ce qui essaie de nous conditionner pour aller dans une direction. Et il n'y a pas d'alternative européenne. Il n'y a pas de solution mise en place. J'ai mentionné précédemment, mais les standards sur la cryptographie post-quantique, c'est le NIST. Et le NIST, c'est américain. Il y a quelques réflexions, je crois c'est en Chine et en Corée, mais finalement, est-ce qu'on a forcément plus confiance entre les procédures de standardisation chinoises? Je ne sais pas trop non plus. Et même, on pourrait même se poser la question, est-ce qu'on a confiance entre des procédures et des normes de cybersécurité européennes? Parce que oui, la finalité d'un réseau social, c'est surtout gratuit. Le quantique, il ne faut pas trop... Je pense que le quantique, il ne faut pas trop s'en soucier aujourd'hui. Comme disait monsieur, effectivement, est-ce que ça va marcher, pas marcher? Le réseau absolu à atteindre, il faut certains gaz pour l'avoir, et ces gaz-là sont très rares. Bon, on renvoie des expéditions lunaires pour aller en chercher, donc c'est encore autre chose. Le quantique, le problème que l'on va avoir avec le démarrage du quantique, c'est que tous nos clés de cryptage vont sauter. On est sur les suites des suites mathématiques où le quantique va les faire sauter. Donc la première chose que va mettre en œuvre le quantique, c'est des nouveaux systèmes de cryptage, des nouveaux systèmes de communication cryptés pour les gouvernements, pour les grands. Nous, on n'aura jamais un ordinateur quantique dans notre poche, c'est pas possible, ni à la maison ou que ça. C'est juste protéger, donc passer un cap, les systèmes de communication et la sécurisation des transactions et la communication. Après, le deuxième seuil sur le quantique, ça va être la facilité, l'accès à énormément de données, de puissance de calcul pour favoriser tout ce qui est logistique, transport, pour faciliter les chaînes logistiques et transport. Déjà, il y a deux étapes. Avant qu'après ça nous touche, entre-temps, de toute façon, on aura perdu tout le cryptage, toute sécurité. Là, effectivement, c'est réfléchir comment faire en sorte qu'on ne mette pas nos œufs dans le même panier pour éviter que même si on se fait décrypter des données à droite, ben, les données soient à gauche, plus à d'autres endroits, l'association des 2, des 3, des 4, puisse faire en sorte qu'on ait de la sécurité. Mais ça, c'est même pas à notre niveau. Non, c'est pas à notre niveau. Là, au niveau européen, ça va être de protéger la Banque Centrale Européenne, de protéger les différentes banques, mais après aussi d'avoir des systèmes de protection de serveurs, avec des serveurs qui ne sont pas forcément connectés directement au réseau. Ça va être mais il va falloir protéger, et ça, c'est des innovations à faire, et c'est aussi des modifications de méthodes de travail et d'infrastructures. Il faut qu'il y ait une réflexion, et on le voit sur la défense militaire, ce qui avait été abordé lors d'une précédente table ronde, mais au niveau de la défense numérique, il y a quelque chose qui est actuellement en train d'être mis en place. Mais on a mentionné l'ANSI précédemment, l'Agence nationale de sécurité informatique.
qui est française, mais il n'y a pas cet équivalent au sein de l'Union européenne encore. Et c'est quelque chose qui devrait être un peu plus travaillé. Je sais qu'il y a des programmes de recherche dans le cadre d'Horizon Europe sur des questions de cybersécurité, sur des questions d'informatique, sur des questions même d'esprit critique pour la sensibilisation. Et même dans les programmes Erasmus, il y a beaucoup de dimensions sur justement l'esprit critique formé, parce qu'il y a la dimension technique qui est indiscutable et qui n'est pas forcément à notre niveau, mais il y a une dimension d'esprit critique et qui a formé dès maintenant sur les jeunes générations. C'est ne pas forcément croire ce qu'on voit, et surtout si on ne sait pas qui l'a dit. Et l'intelligence artificielle, c'est un bon exemple. On peut avoir je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. On peut demander un travail de lycée en histoire géo ou en économie, et en fait, on va avoir en référence, par exemple, dit que Adolf Hitler était un très bon économiste parce qu'il a développé des politiques de grands travaux. Peut-être que c'est vrai, mais c'est une citation qui est peut-être pas forcément bien à placer, et ça, c'est l'intelligence artificielle qui va la placer. Et pareil, précédemment, c'était sur le croisement des sources. L'intelligence artificielle se base sur les données qu'elle a. Donc, si on la gave de données problématiques, elle va nous donner des données problématiques. Donc, ça veut dire un peu qu'à une époque où on a où la technicité est très très présente, finalement, le côté humain doit être encore plus développé. C'est-à-dire que l'esprit critique doit être de plus en plus aiguisé. Ben voilà. Et on pourrait penser que ça puisse suppléer. Donc ça redonne peut-être, ça remet aussi l'humain au cœur. Mais je voulais quand même un petit peu prolonger aussi par rapport à la difficulté. On se rend compte que les institutions ont du mal. Certes, il y a sans doute une prise de conscience quand même au niveau européen, mais qu'est-ce qui fait que ça freine ? On peut avoir l'impression que ça freine ou que ça n'avance pas suffisamment vite. Alors, est-ce que on va dire les personnes très 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 compétentes sont plus chez les malveillants ? Qu'est-ce qui peut freiner ? Est-ce qu'il y a des enjeux politiques derrière tout ça aussi ? Qu'est-ce qui freine ? Est-ce qu'il y a vraiment une prise en compte au niveau européen aujourd'hui ? Et peut-être que c'est plus difficile, comme on a dit, de déconstruire que de lancer quelque chose de faux immédiatement. Ça, on le sait. Je dirais qu'il y a un changement de paradigme aussi. Ce type les réseaux sociaux, finalement, ce n'est pas des structures étatiques. Donc on n'est pas dans un fonctionnement très polarisé où c'est la France... la Chine, c'est pas des États, et finalement on se retrouve à lutter d'une certaine manière contre des acteurs différents, donc qui n'ont pas forcément les mêmes réglementations ou qui n'ont pas forcément les mêmes ressources humaines et mêmes réglementations. C'est-à-dire que on peut Google, c'est une entreprise finalement qui a une force de frappe très très forte parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Meta, c'est pareil. Et finalement, ce n'est pas un acteur traditionnel au sens qu'on entend en sciences politiques. C'est un nouveau type d'acteur, et les réglementations ne sont pas encore adaptées. Le fonctionnement de l'administration française, de l'administration européenne, ne prend pas forcément en compte ces acteurs, ou ne les prend pas forcément assez rapidement, sachant que eux, les acteurs en question, vont évoluer relativement vite, vont s'adapter, vont dire c'est pas grave, je vais déménager en Irlande, parce qu'en Irlande, je vais pouvoir stocker mes serveurs et ça ne va pas poser de problème. Et finalement, ils vont assez rapidement pouvoir contourner, et nous, ça va nous prendre 2-3 ans pour évoluer. Et sachant que la technologie va évoluer entre-temps, finalement, ils n'ont pas du tout le même calendrier, la même temporalité. Et ça, c'est un problème pour les institutions, je pense, à la différence d'un problème un peu plus géopolitique traditionnel. Tu as un exemple récent aussi, c'était AliExpress. Tu prenais des petits colis, tu avais une majoration de 2 €. On fait quoi ? On va livrer dans des aéroports en Belgique ou en Pologne ou je ne sais pas où, et en fait on va faire ramener ton colis ensuite en France, et comme ça j'ai pas la taxe. Ils jouent avec les règles. Et comme on n'a pas des règles uniformes partout en Europe, voilà. Oui.
J'ai une petite question par rapport à l'hygiène numérique, mais la partie qui ne nous concerne pas, dans un sens où même si j'ai un mot de passe différent par compte, est-ce que ce soit sur la côté politique ou ce soit la côté technique, est-ce qu'il y a du travail aujourd'hui sur quelque chose de similaire, mais sur l'identité? Comme aujourd'hui avec la carte bancaire, je peux avec une carte bancaire sortir différentes cartes temporaires juste pour faire un paiement. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir la même chose, mais par exemple, moi avec mon ISP, je ne lui donne pas ma vraie identité, j'ai mon identité que chez l'État, qui me fournit des fausses identités, mais réglementées pour donner à ce fournisseur? Alors, souvent, ça, c'est une politique qui est mise dans le logiciel que tu vas exploiter. C'est lui qui va te contraindre à faire des choses. Dans la plupart des cas, c'est ça. Après, toi, tu peux dire que je me suis fait une politique que tous les 30 jours, je change. Et on n'incrémente pas. C'est-à-dire, j'avais un mot de passe Toto Titi 01, je ne fais pas le Titi 02. Ça, c'est des classiques aussi. Après, là, je parle plus par rapport à mes données personnelles. Ça veut dire, moi, mon ISP, je dois lui donner mon prénom, mon nom de famille, mon adresse. Est-ce qu'il y a un travail sur le fait d'avoir une relation de fausses informations vers des vraies informations? Ouais, je vois ce que tu veux dire, une espèce d'alias. Une espèce d'alias, mais qui sont contrôlés par l'État. Et dans ce cas-là, l'État, elle peut me confirmer ou confirmer à ce fournisseur que cette personne existe, cette personne genre, c'est moi qui décide quelle information il peut avoir sur moi, mais ils ne seront pas les vraies informations. Une validation indirecte comme qu'on fait avec les comptes bancaires. Comme avec une carte virtualisme. Oui, je vois. Hein. Mais sur les identités, je pense que tu... Ça, j'ai pas vu encore. Ça sera pas mal. C'est peut-être un peu compliqué à mettre en place quand même sur les identités. Ouais. Je crois que ça sera plus la côté structure que la côté technique. Ouais. C'est comment on le structure d'une façon que ça sera correctement fait. Pourquoi mentir sur son identité? Parce que j'ai pas nécessairement besoin que mon ISP qui s'est fait pirater et que maintenant il y a mon nom, mon adresse et des informations personnelles qui sont en ligne. Pourquoi avoir besoin de donner ces informations? Parce que j'ai besoin d'avoir Internet et je ne peux pas mentir à une entreprise en France en donnant des fausses informations pour mon abonnement. C'est là comment je fais pour m'authentifier quelque part avec ma carte d'identité comme à la douane et m'ouvrir par un mécanisme français gouvernemental des accès comme on le fait aujourd'hui. Ça c'est en train de se faire, ce que vous me proposez. J'ai l'attestation de domicile, je la fournissais à tout le monde aujourd'hui. Maintenant, elle est numérisée. J'accède à un site gouvernemental qui valide que j'ai bien déposé une fois, c'est le site gouvernemental qui va dire à EDF, à ma banque, que j'ai bien une attestation valide, mais l'information n'a pas été donnée. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. En fait, c'est un fournisseur, c'est un tiers qui va être de confiance. Des fausses identités, on va régénérer de la pagaille, parce que qui est vraiment qui, je vois pas l'intérêt. Justement, on essaye de clarifier le fait que tout le monde soit la bonne personne en face de soi, et pas un robot. Ouais, je pense que c'est plutôt le tiers de confiance. On a donné tout ce qu'il fallait à un tiers, justement, qui lui va faire foi, parce que tu vas passer par lui pour t'authentifier ailleurs. Plus comme ça qu'il faut le voir. Parce que plein de fausses identités, à part faire... Les robots vont être contents. J'ai une petite question aussi. Vous qui êtes bien avertis, informés de tous les dangers, est-ce que finalement vous les utilisez, les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez abandonné? Absolument pas. D'accord. Ou alors pas sur mon identité. D'accord. Du tout. Non, j'évite au maximum, bien sûr. Et après, je fais attention, si jamais je devais l'utiliser, à qu'est-ce que je raconte. C'est ça, le compte, on peut dire qu'on l'a ouvert qu'à certaines personnes. On a cloisonné l'accès. Et... On peut avoir aussi une utilisation passive. Moi, j'ai Facebook, c'est le seul réseau social que j'ai, mais je fais que consulter. Je n'ai rien liké ou publié. Non, sauf que les personnes voient qu'on a consulté son compte. Voilà, donc il y a une traçabilité quand même. Ouais. Mais ça leur apporte rien, ça. J'ai consulté mon compte une fois par jour. Des chasseurs de tête ou des choses comme ça, ça peut. Et
pages qu'on suit. En fonction de ce qu'on suit, on peut définir un profil. On peut essayer de deviner ce que tu préfères, voilà, et d'orienter. C'est l'exemple de YouTube de tout à l'heure. Ouais. Je recherche un truc sur du bushcraft, un truc que j'ai envie de crapahuter dans la nature et puis de me servir d'un couteau et de couper des bâtons. Mais je suis quasiment sûr que dans les prochaines vidéos, j'aurai ça qui me sera proposé. Voilà. Ça, c'est pas forcément un problème. C'est pas forcément un problème, c'est une publicité on ciblée. On utilise des solutions gratuites, donc on utilise des solutions gratuites, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pas forcément un problème, c'est le mécanisme. Derrière, c'est moi ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'information qui a été postée, par qui elle a été postée, la vidéo par qui elle a été postée, est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse, est-ce qu'elle vient de parler d'intelligence artificielle. Moi, aujourd'hui, je suis encore sur de l'intelligence additionnelle. C'est ça. Et tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas s'en sortir et nulle part. Donc c'est moi, quand je suis venu ce soir, c'est pour essayer d'avoir des pistes, à savoir dans quel cercle, au niveau français, au niveau de l'État, au niveau européen, met en œuvre une communauté d'ingénieurs, de techniciens, d'architectes comme moi, qui viennent travailler une semaine, on ferme la salle et on travaille sur un sujet et on tabasse. Parce que c'est pas en mettant, pour moi, de la réglementation ou face à des très gros, comme vous le dites, c'est pas la réglementation qui va faire en sorte de quoi que ce soit. Il faut qu'on innove. Il faut qu'on trouve des solutions innovantes pour s'adapter à cette situation, que ce soit un très gros, un petit, un moyen. Je suis assez d'accord. Le souci, c'est que si on parle de la recherche publique, il y a de la recherche publique là-dessus, mais le problème, c'est qu'on va avoir de la recherche publique qui va être open source, d'une certaine manière, avec une ouverture des codes. Donc on va mettre sur GitHub, donc finalement, les résultats de l'innovation, majoritairement de la recherche publique, ça va être accessible à tout le monde. Donc c'est ce qui peut être très bien, mais ce qui donne aussi les éléments à ces structures pour évoluer aussi et avoir encore un peu d'avance. Oui, mais faire une innovation technologique avec un logiciel, en mettant son dev sur GitHub, si ce logiciel, le fonctionnement de ce logiciel, si le code est propre, ça c'est parfait. Donc, tout le monde pourra vérifier que le code est propre. Mais s'il y a une structure, une innovation qui fait en sorte que je suis capable, à l'avenir, avec ce logiciel, cette solution, de déterminer que l'information qui est rentrée sur ce site ou cet autre site est bien, il y a une personne réelle derrière, à les valider, etc. Peu importe le logiciel, peu importe l'innovation. Ouais. Mais on perd les personnes réelles avec l'intelligence artificielle, avec beaucoup de choses. On perd ce lien humain, je trouve, et avec l'absence de modération sur les réseaux sociaux, c'est aussi assez problématique. Justement, moi, je trouve qu'on n'a pas parlé de cyberharcèlement, mais que ça rentre aussi dans ce cadre, parce que je pense à la journaliste de Blast, Salomé Saké. Elle a publié récemment, elle a porté plainte, elle a réuni 79 commentaires menaçants, injurieux. Ils sont tracés, et sa plainte n'a pas abouti. Il n'y a rien qui a été ouvert. Il ne s'est rien passé du tout. C'est une personne publique, elle est quand même privilégiée. Et pour moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que finalement, on peut faire ce qu'on veut sur ces réseaux. Il n'y a rien derrière. C'est vrai, hein. C'est que même si on dépose sur Pharos ou Thésée, sur le site du gouvernement, en fait, ou des dépôts de plainte, c'est rare que ça aboutisse. Et le mal est fait. On le voit. Le harcèlement scolaire, c'est une catastrophe. Oui, il y a des grosses lacunes. Comment l'État va réussir à identifier qu'un adolescent à 17 ou 15 ans peut ouvrir un compte? Ne serait-ce que ça. Oui, en fait. Il y a la mise en place de l'identité numérique. Donc, avec les cartes d'identité désormais, il va falloir. L'idée, la réflexion, c'est de passer par l'identité numérique. Donc, soit ils utilisent l'identité numérique de leurs parents, d'un proche, pour passer outre la réglementation de 13 ans, mais
techniquement, c'est la même chose sur les sites pornographiques. Où normalement, je crois que je sais pas, c'est depuis 1 an à peu près, où il faut justement techniquement justifier d'une identité numérique. Je pense qu'il y a des moyens de contourner, il y a aussi des VPN, donc VPN qui nous permettent de nous localiser à un autre endroit, donc où la réglementation est différente. Donc on peut même contourner la propre réglementation qui est censée nous protéger, parfois. Mais oui, l'identité numérique, c'est un peu ce qui est mis en place et qui, normalement, n'est pas censé communiquer toutes les informations. Donc, à quel point, je ne sais pas. Donc, c'est pas non plus un alias, mais je pense que l'identité numérique, dans l'idéal, devrait pouvoir de créer un nouveau compte sur un réseau social qui n'est pas forcément avec son nom. Mais là, il faudra vérifier. Plus de questions? C'est joyeux. Hein. Bon, en tout cas, je crois que on a touché du doigt des enjeux qui ne sont pas minimes. Hein, ça donne un peu le vertige quand même, tout ça, sûrement. Je pense que maintenant, il va falloir qu'on continue à s'informer pour pouvoir se former. Tout à l'heure, je disais que des citoyens responsabilisés sont des citoyens éclairés. Alors peut-être que même si on se dit que là, il y a beaucoup de choses qui nous paraissent peut-être encore plus dangereuses, le fait d'être conscient, ça peut aussi éveiller des postures et puis faire attention, encore une fois, quand on traverse la route, on fait attention s'il y a des voitures de plus en plus rapides et autres. Silencieuses. Et silencieuses, rapides et silencieuses, oui, voilà, qui arrivent. On doit aussi adapter nos comportements, certainement. On ne pourra certainement pas faire l'impasse de passer par l'éducation. Mais c'est l'éducation, alors là, aux médias, mais d'une manière très générale, hein, beaucoup plus vaste que simplement de prendre un journal ou de vérifier la source, puisque là, les sources, comme on a bien dit, elles se croisent et puis elles se télescopent. Et il y a le facteur du temps aussi la rapidité, cette extrême rapidité qui est déployée. Ces performances en fait en termes de temporalité qui sont finalement, paradoxalement, j'allais dire que ce sont des freins à ce qu'on s'adapte aussi rapidement, quoi. Hein, il y a des enjeux quand même très importants, très complexes. On touche de là. Alors là, je voudrais dire, je sais pas, nous à notre niveau, à notre petit niveau de citoyen, on peut continuer ou essayer d'être le plus vigilant possible, sans tomber non plus dans une morosité ou un repli non plus sur soi. Je pense qu'il va falloir quand même aussi prendre toute cette dimension qu'on est dans ce collectif. Maintenant, je pense qu'il faudra aussi relayer auprès des différentes instances que la volonté politique est importante aussi chez nos dirigeants, même si ils sont aussi dépassés, ou que c'est avec des échelles, comme on parlait de changement de paradigme, tout à fait. On a basculé aussi dans un autre monde et peut-être qu'on court après, mais tout en étant dedans, quoi. Le scénario de l'IA qui on cause et que ça répond avec des phrases à peu près françaises, je pense qu'il y a 5-6 ans, on n'y croyait pas. Donc, et l'humain dans tout ça, quoi. Il y a encore plein de réflexions certainement à avoir. Enfin, en tout cas, je vous remercie tous les deux pour les apports, toutes les données que vous nous avez apportées, les éclairages. Hein, et on va garder quand même le moral. On va pas terminer sur une note. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais il faut quand même qu'on garde haut et fort toutes ces perspectives-là. Être conscient, oui, mais bon, être prudent, quoi. Hein, sans se refermer. Bon,
une petite touche d'optimisme, ou en tout cas pas trop de pessimisme. Mais bon, c'est vrai que c'est important. De toute façon, c'est une réalité. Et c'est pas en se cachant, en se voilant la face qu'on va non plus échapper au problème, quoi. Non, tout à fait. Les réseaux sociaux, ça peut être très bien, mais après, il faut juste être conscient qu'on communique des informations qui vont être transmises. Donc, il faut choisir de ce qu'on veut communiquer, ce qu'on accepte de communiquer. Et voilà. Et après, on peut passer des équilibres pour essayer de faire jouer son droit à l'oubli, mais le problème, c'est que si quelqu'un a fait une capture d'écran ou quelque chose, le droit à l'oubli, ça va être compliqué. Il y avait eu, je sais plus jamais, c'était Beyoncé qui avait une photo qu'elle avait pas du tout aimée et qu'elle demandait, c'est ce qu'on appelle le Streisand effect. Oui, Barbara Streisand. Elle avait sa maison qui a été prise en photo par la Press People. Elle a voulu racheter la photo de sa maison, mais en fait, ils ont revendu la maison et tout le monde a pu voir sa maison alors que son objectif premier, c'était de le cacher. Donc finalement, voilà, des fois, il faut accepter et finalement, ça va s'oublier indirectement. Mais il faut juste être conscient de ce qu'on communique. Être conscient et être éclairé, quoi. En tout cas, encore merci. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'être venu. Merci pour vos questions. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cet événement. Et cet événement qui se retrouvera sur notre chaîne YouTube, puisque Arnaudette a tout filmé et puis nous fera un montage qui sera donc après disponible sur la chaîne YouTube du CECI. Donc bonne fin de soirée à vous et encore merci.